Le véritable savon de Marseille. La force hydratante, l'onctuosité de la mousse, la fine senteur et la douceur garantie par les huiles essentielles font du nouveau savon de Marseille, le Dauphin, une merveille incomparable. Le Dauphin est compatible à tout type de peau. Disponible en format de 100 et 200 grammes en 4 variantes. Olive, coconut, pink lily et classique. Le Dauphin est un savon sain. Adoptez-le. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, crispation du climat sociopolitique en Guinée-Conakry, là où des violences post-électorales meurtrières sont décriées. Le gouvernement de ce pays dénonce une stratégie du chaos orchestrée pour remettre en cause le scrutin présidentiel et les résultats pourraient être connus d'ici vendredi prochain, publiés par la CENI. Quelle est l'ambiance dans la capitale de la Guinée-Conakry? Élément de réponse en ouverture de ce journal. 4 ans après la catastrophe ferroviaire d'Ezeka, la stèle de commémoration est toujours inexistante. Sous le site de construction, les travaux piétinent depuis belle lurette. La modernisation de l'hôpital d'Ezeka est reléguée au dernier plan. Vous verrez dans ce journal comment les promesses non tenues du gouvernement aggravent la souffrance et la tristesse des populations endeuillées et des populations riveraines. Une question qui reste également préoccupante, celle des indemnisations des victimes et des ayants droit. Nous en parlerons dans le dossier consacré à cette actualité. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Allons tout de suite en Guinée-Conakry où des heurts ont éclaté entre manifestants anti-Alpha Condé et des forces de l'ordre. Le gouvernement a rendu public un communiqué dans lequel il dénonce une stratégie du chaos orchestrée par les partisans de l'opposition en vue de remettre en cause le scrutin. Pendant ce temps, Cellou Dalein Diallo affirme qu'il est séquestré à son domicile. Le climat sociopolitique se crispe dans une partie de la capitale et dans d'autres régions de ce pays d'Afrique de l'Ouest, là où de nombreux morts ont été enregistrés après de violents affrontements entre les manifestants anti et pro-Alpha Condé. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Guy Zogo. Alors que la Commission électorale nationale indépendante a commencé à donner les premiers résultats qui placent le professeur Alpha Condé, le président sortant, en tête devant son principal adversaire, le candidat de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, avec une avance de plus de 41 000 voix, Conakry a retrouvé des couleurs, même si la situation reste très volatile. Effectivement, nous nous trouvons ici au grand rond-point de Bessia, à l'entrée de l'aéroport international de Conakry, l'entrée principale pour gagner la capitale guinéenne. La vie a repris, les activités se déroulent à peu près normalement, mais on signale par et là dans la ville un certain nombre d'échauffourées. Des échauffourées qui sont enregistrées notamment dans les fiefs du candidat de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, très exactement après l'aéroport ici à Amdalaï et Bambeto. Déjà après l'annonce qu'il avait gagné l'élection présidentielle dès le premier tour, c'est effectivement dans ces quartiers qu'on avait enregistré des échauffourées et même des blessés suite aux affrontements entre les militants de l'UFDG et les forces de l'ordre. On aperçoit justement les forces de l'ordre positionnées un peu partout dans les points stratégiques de la capitale guinéenne. Quant au domicile de Cellou Dalein Diallo, il est encerclé par la gendarmerie et la police et le principal opposant guinéen est donc coupé du reste du monde. Les populations, elles, restent très partagées. Il y en a qui estiment que la vie doit suivre son cours normalement. Il y a aussi ceux qui préfèrent jouer de prudence et qui ont donc gardé leur commerce fermé, qui mènent une activité au ralenti, même si le désir irrépressible de la vie l'emporte finalement ici dans la capitale guinéenne où l'on voit malgré tout les Guinéens sortir dans la rue en attendant effectivement l'heure fatidique de la proclamation définitive des résultats de cette élection présidentielle. Je suis serein.
oui. Alors il y a quand même eu des incidents, il y a eu des casses. S'il y a eu des incidents, je ne suis pas au courant. Voilà. Parce qu'après les élections, je suis allé chez moi me coucher. Des échauffourées partout, donc ça m'attriste beaucoup. Je suis vraiment dans la tristesse. Je suis trop pressé de voir les résultats là et que la Guinée retrouve la paix. Nous avons peur parce que sans la paix, rien n'est possible. La Guinée est une famille. Si on ne se donne pas la main, on ne peut pas évoluer dans un pays. Comme vous avez pu constater, moi, les bureaux sont ouverts, rien n'est paralysé quand même. Depuis Conakry, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Gizogo. Dans cette page internationale, des violences ont également été observées au Nigeria, là où des jeunes se mobilisent depuis plusieurs semaines pour dénoncer des violences et des abus de la part des forces spéciales de la police. Les réformes annoncées par le président Muhammadu Buhari n'ont pas convaincu les jeunes et un couvre-feu a été décrété pour 24 heures. Pendant ce temps, d'autres violences sont enregistrées dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. On fait le point avec Gladys Sidji. La journée du mardi 20 octobre a été particulièrement sanglante au Nigeria. Plus de 1000 manifestants rassemblés sur un péage à Lagos ont été dispersés par des tirs de balles réelles. Selon Amnesty International, plusieurs manifestants ont été tués. On compte plus de 20 morts depuis le déclenchement du mouvement de contestation et plus de 25 blessés. Des chiffres qui n'ont pas été officiellement confirmés. Les autorités ont durci le ton en imposant un couvre-feu de 24 heures. Sur la toile, c'est l'indignation totale. Elle s'étend au-delà des frontières du Nigeria. Le candidat à la présidentielle américaine Joe Biden a appelé le président Buhari et les militaires nigérians à cesser la violente répression des manifestants. Rihanna, star américaine, écrit sur Twitter « Mon cœur est brisé pour le Nigeria. Je ne supporte pas de voir la torture et la brutalité qui continuent d'affecter nos nations. » Le mouvement de contestation au Nigeria est né début octobre sur les réseaux sociaux pour dénoncer les violences policières et s'est peu à peu mué en un mouvement contre le pouvoir en place et la mauvaise gouvernance. En Guinée-Conakry, la compilation et la publication des résultats cristallisent les attentions entre pouvoir et opposition. La Commission électorale nationale indépendante a commencé à publier les premiers résultats provisoires partiels. Les chiffres annoncés jusqu'ici ne concernent que 4 circonscriptions du pays sur 38 au total. Et dans les 4 circonscriptions, le président sortant, Alpha Condé, est en tête. Ce qui n'est pas du goût de l'opposant Sédou Dalein Diallo, qui a un peu plus tôt annoncé sa victoire à cette élection. Il est désormais bloqué à sa résidence, encerclé par une forte présence policière. Pas de troisième mandat chez nous. Et en Côte d'Ivoire, le pays retient son souffle à 10 jours de l'élection présidentielle. Des scènes de violence sont enregistrées dans plusieurs villes où les habitants s'organisent entre provisions et retour au village. Les militants de l'opposition au président Alassane Dramane Ouattara, candidat à un 3e mandat, ont répondu au mot d'ordre de boycott actif lancé par Henri Konan Bédié et Pascal Afiguessan. Le mouvement de contestation s'est répandu jusque dans les universités, où des cours ont été suspendus. On compte également plusieurs morts. Les craintes de nouvelles violences sont grandes en Côte d'Ivoire, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011. Dans l'actualité internationale et l'actualité nationale à présent, l'effondrement d'un immeuble a fait un mort à Babadjou. Dans cette partie du Cameroun, c'était un ouvrier qui n'a pas pu échapper à l'effondrement de cet immeuble en pleine construction, ce qui pose le problème de la qualité des matériaux de construction utilisés sur ce chantier. Reportage Xavier Foka. Les habitants de Toumaka, une localité de Babadjou à l'ouest du pays, sont dans l'émoi et la consternation. Un immeuble en construction s'est effondré sur des ouvriers. Avant que le drame s'est posé, certains sont descendus. Donc il restait 3 personnes. Donc, parmi les 3 personnes, on a eu à retirer les 2, il manque une personne. On est en train de vouloir retirer un de nos collègues à terre. Lui ne parle pas, même son téléphone ne passe pas. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Après au moins 3 heures de travail ardu, le nommé Lac Pagirès est extirpé vivant des décombres, mais la joie est de courte durée.
Le malheureux perdra la vie quelques heures plus tard lors de son transfèrement pour l'hôpital régional de Bafoussam. Les ouvriers accusent leur employeur. Pour le patron de la maison, c'est lui qui est causé dans tout ça. Quand on fait la dalle, on fait souvent 1 mois et demi avant d'entamer les travaux sur ça. Lui, il nous dit qu'il est pressé. Il faut qu'avant la fête de Noël, on aurait déjà fini tous ces travaux. Donc, on a fini la dalle. C'était un mardi. Sans même faire 5 jours, il nous avait pressé jusqu'on a recommencé les travaux en haut de la dalle. Selon cet ouvrier toujours, c'est lors de la reprise des travaux sans tenir compte des règles de sécurité que le pire va se produire. Il est dit toujours en train de nous presser. Nous on dit que bon, pour la deuxième dalle, il faut qu'on aille chercher les piquets pour faire les pêches. Il dit qu'on va enlever ce qui est à terre, ce qu'on avait fait les premières pauses pour faire la deuxième dalle. C'est quand les gens voulaient enlever que le drame s'est posé. Qui fait vite fait 2 fois, a-t-on coutume de dire. Sauf que dans ce cas, on ne fera pas seulement 2 fois. Le pire, c'est que la précipitation a emporté avec elle une vie humaine. Vous ne l'avez peut-être pas oublié, cette promesse du gouvernement de construire une stèle de commémoration pour la mémoire et pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka. 4 ans plus tard, les travaux piétinent. Malgré les promesses du gouvernement, presque rien n'a été fait. C'est la broussaille désormais sur le site de construction rendu à l'hôpital d'Ezeka, où des promesses également avaient été faites pour moderniser l'hôpital en vue d'éventuelles autres catastrophes. Là aussi, ce sont des plans du personnel. Rien n'a été fait pour moderniser l'hôpital, qui peine toujours à améliorer son plateau technique et à prendre en charge des cas graves à Ezeka. C'est le constat que font Jean-Paul Founiat et Joël Niem dans ce grand reportage. Le klaxon assourdissant d'un train qui perturbe au quotidien la méditation continuelle des populations d'Ezeka. Elles sont toujours sous le choc depuis cette date fatidique du 21 octobre 2016, jour où le fameux train 152, en provenance de Yaoundé pour Douala, finissait sa course en contrebas de la voie ferrée et tuant au passage 74 personnes, selon des chiffres officiels. Il y a 4 ans déjà que c'est passé, mais les mémoires restent gravées. On n'arrive pas encore à sortir de nos têtes l'image que cela a provoqué. Nous n'oublions pas les corps et les nombreux blessés que nous avons traversés ce jour-là. Les wagons étaient là, quand on passait, on voyait ces wagons. On a beau crier, parler, les wagons sont partis. Maintenant, on nous laisse quelque chose ici qui doit être en mémoire de cela. Mais est-ce que c'est inachevé? Sous les vives douleurs des familles des disparus et l'émotion nationale et même internationale, le gouvernement camerounais s'engageait sur l'honneur de dresser une stèle à la mémoire des victimes. Le chantier est lancé en 2018 pour une durée de 3 mois. Mais 2 ans plus tard, la stèle en construction somnole dans la broussaille. On a l'impression qu'il y a une conjuration pour cette ville, des gens qui se sont assis pour décider que rien de bon, rien de beau ne se passerait à Ezeka. Nous avons de très mauvais souvenirs à Ezeka. La stèle est abandonnée dans la broussaille. Aucun souvenir. Tout le monde est fâché. Tantôt il y a des accidents par-ci par-là. On ne sait ce qui se passe. On dirait que les ancêtres sont fâchés. Gardien du chantier, cet homme a mal, et même très mal, de voir la mémoire des victimes jetée en pâture dans les archives de l'oubli. Regardez comment c'est dans la broussaille. Partout là. C'est envoyé par la brousse. On dirait que les bandits dorment même ici, dedans. Dépités par cette attitude des ministres de Paul Biya, les habitants d'Ezeka sont fâchés. Et même très fâchés. Tous demandent au gouvernement d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette affaire. Quand on vient terminer, ça on ne termine pas qu'on casse. Parce que nous, on a l'habitude, c'est-à-dire aux pareilles situations. Je dis bien que l'État vient achever ce qu'ils ont commencé. Qu'ils ne se moquent pas de la population des Ezeka ou bien du département de Nyongo. Nos frères sont morts ici. On nous a promis de faire quelque chose. Ici, à l'hôpital, il n'y a rien. Dans la ville d'Ezeka, certaines promesses faites lors de cet accident ferroviaire sont aux oubliettes, y compris le réaménagement de cette voie ferrée des années 50. Conséquence, un train marchandises déraillait il y a quelques semaines, causant d'importants dégâts matériels sans la moindre goutte de sang versée, rappelant même
le douloureux historique des accidents ferroviaires dans la ville d'Ezeka. Il y eut d'abord ce premier train des années 60 qu'on avait si généreusement dénommé le train de la mort. Et avec ce deuxième train, il est venu ressusciter, rouvrir toutes ces plaies. Nous avons un goût très amer, un goût d'être toujours délaissé. 21 octobre 2016, 21 octobre 2020, 4 bonnes années déjà que des larmes continuent de couler pour pleurer le sort des blessés graves abandonnés. Des centaines de morts ensevelis sous terre sur le site de l'accident du train 152 à Ezeka. Où en est-on avec le processus d'indemnisation des familles, des ayants droit et des victimes de cette catastrophe ferroviaire d'Ezeka? Selon le réseau des parlementaires pour la promotion des assurances, ils estiment qu'il y a encore de nombreuses victimes qui n'ont pas été indemnisées. Les députés réunis au sein de ce réseau appellent ces victimes et ayant droit à saisir la justice et saisir ces parlementaires afin que justice et réparation soient faites. Compte rendu, Sylvestre Hippolyte Zangao. En plus de la douleur du drame, toujours présente, 4 ans après, plusieurs victimes de l'accident ferroviaire d'Ezeka n'ont toujours pas été indemnisées. Pour certaines même, tout espoir est perdu. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas, martèle le réseau parlementaire pour la promotion des assurances. Effectivement, nous avions appris que certaines victimes ou bien certaines personnes étaient en train de penser que le sinistre, que les victimes ne pourront plus être indemnisées. Et d'où l'intérêt de notre communiqué qui est suffisamment clair que le réseau parlementaire pour la promotion des assurances, en conformité avec les textes en matière d'indemnisation, informe les victimes et les ayants droit que l'indemnité n'est pas suspendue. Pour toute personne qui n'est pas encore indemnisée à ce jour, nous leur demandons de prendre contact avec l'assureur du civilement responsable. Quoique nouvellement né à l'Assemblée nationale, le réseau parlementaire pour la promotion des assurances affirme suivre ce dossier de près pour que toutes les victimes ou leurs ayants droit soient indemnisées. Je demande à toutes ces victimes de nous saisir. Les séances de travail vont se poursuivre pour que la population puisse savoir effectivement du sort réservé à l'indemnisation de toutes ces victimes aujourd'hui qui ont montré à suffisance que la situation ferroviaire avait un problème dans notre pays. 4 ans sans indemnisation, alors que les victimes sont entièrement consolidées. C'est long, déplore le réseau parlementaire pour la promotion des assurances. En matière d'indemnisation, il ne devrait pas avoir de lenteur. Il ne devrait pas avoir de lenteur. Il peut simplement être... on peut justifier la lenteur quelquefois si la victime n'est pas entièrement consolidée. Mais lorsque la victime produit déjà un certificat de consolidation, il faut dire que l'assureur devrait s'exécuter dans les brefs délais. Le 21 octobre 2016, de nombreuses vies sont restées sur les rails ou sous les wagons à Ezeka. Et 4 ans après, les droits de plusieurs victimes restent violés. Dans le cadre de la commémoration de l'accident ferroviaire d'Ezeka, Camrail déclare sur sa page Facebook officielle qu'il a organisé une cérémonie de remise des bons d'achat et des kits de fournitures scolaires aux enfants des victimes. Le transporteur ferroviaire annonce le renforcement de l'offre matérielle didactique à la communauté éducative à Ezeka. L'entreprise ne s'est pas exprimée sur la question de l'indemnisation lors de cette journée de commémoration de l'accident ferroviaire d'Ezeka. Toujours dans l'actualité, parlons à présent de ces infrastructures scolaires délabrées dans l'arrière-pays, notamment à Bakassi, là où des enfants ont du mal à se rendre à l'école. L'érosion, de fortes pluies et le manque d'entretien des infrastructures les exposent à des conditions intenables pour l'apprentissage durant l'année scolaire 2020-2021. D'autres précisions avec Nadine Yambou. Construite en 2010, voici ce qui reste de l'école publique d'Idabato 2 dans la péninsule de Bakassi, région du sud-ouest. L'infrastructure a défraîchi en moins de 10 ans d'existence. Salles de classe détruites, portes et fenêtres en lambeaux, l'établissement scolaire est en ruine. Des salles de classe qui résistent encore à la violence des vagues de la mer offrent un spectacle désolant.
Des flaques d'eau de part et d'autre, les bâtiments sont délabrés, envahis par la moisissure, tel un entrepôt abandonné. Le calvaire vécu ici laisse sans voix les élèves qui crient désespérément à l'aide. Les eaux ont détruit toutes les salles de classe. Vous-même, vous pouvez le constater, même les tables bancs n'existent plus. Chers membres du gouvernement, nous vous en supplions de bien vouloir nous construire d'autres salles de classe. L'école publique d'Idabato 2 est confrontée à un manque criard de salles de classe. Tenez par exemple, les élèves du cours élémentaire 1 et 2 suivent des cours dans une même salle, sans aucune mesure de distanciation sociale visible en pleine pandémie de coronavirus. En octobre 2019, Equinox Télévision présentait le visage lugubre du CES d'Idabato, construit en 2012. 8 ans plus tard, l'établissement scolaire n'existe plus, emporté par les eaux. Face à l'ampleur de cette situation de plus en plus critique, le maire d'Idabato 2 lance un cri d'alarme. Il appelle les pouvoirs publics à construire des écoles dignes des populations de sa municipalité. Nous crions à l'aide. Nous sommes en danger. Je parle ici en tant que maire de la commune d'Idabato 2e et j'appelle le gouvernement à résoudre au plus vite ce problème. Alors que élèves et enseignants travaillent dans des conditions déplorables depuis la reprise des cours le 5 octobre dernier, l'autorité administrative se félicite d'une rentrée scolaire réussie dans l'arrondissement d'Idabato, région du sud-ouest Cameroun. La ville de Douala, ce sont des élèves handicapés déficients auditifs qui ont du mal à suivre les cours. Les conditions d'apprentissage également sont dénoncées dans un environnement insalubre. Les enseignants se plaignent, leur centre manque de salles de classe et les élèves sont parqués, se regroupent dans un seul bâtiment qui réunit plusieurs niveaux scolaires et le matériel didactique lui aussi est insuffisant, déplorent les enseignants. Malgré l'aide qui leur a été accordée par la municipalité, leurs conditions restent toujours préoccupantes, ont-ils indiqué dans ce reportage signé Warren Zede et Nadine Yambou. Des élèves qui reçoivent des cours en langage de signes. Nous sommes au centre d'alphabétisation fonctionnelle pour déficients auditifs de Bilonguet dans le 3e arrondissement de la capitale économique Douala. L'établissement scolaire se trouve dans un état de délabrement très avancé. Des hautes herbes et des eaux usées menacent la tranquillité des élèves et du corps enseignant. Construite en matériaux provisoires, cette école pour sourds manque cruellement de salles de classe et de tables bancs. Ces élèves du primaire, tous niveaux confondus, sont logés dans cette unique salle de fortune offerte par un foyer social. Nous occupons une salle. Et dans une salle, nous avons divisé, comme vous voyez là, avec les tableaux, en plusieurs classes. Ça permet pas à l'enfant vraiment de se concentrer sur le travail, parce qu'au fur et à mesure que nous travaillons avec certains, il y a d'autres enfants qui essaient de faire le bout, ce qui distrait un peu certains. Ici, nous sommes dans un foyer et vraiment, ce n'est même pas approprié pour les enfants. Ce n'est pas aéré tout. Nous sommes obligés de faire comme ça avec les matières provisoires pour que les enfants ne puissent pas manquer d'éducation. Au-delà de ces problèmes infrastructurels, ce centre pour déficients auditifs de Bilonguet ne dispose pas de moyens didactiques nécessaires pour le suivi de ces apprenants malentendants. Les enseignants à bout de souffle sont contraints d'utiliser des moyens de bord pour dispenser leurs enseignements. Moi, en tant que moi-même déficient auditif, j'appuie seulement ma connaissance à donner aux enfants, mais je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir mieux faire mon travail. Au niveau des signes, nous sommes obligés de perdre le temps pour les cours. Par exemple, si on devait faire 2 cours par jour, nous sommes obligés de faire un cours parce qu'il faudrait qu'on signe bien pour mieux les expliquer. Créé en 2012 par un déficient auditif, soucieux de l'éducation de ses pairs, ses collaborateurs et lui appellent les pouvoirs publics et les âmes de bonne volonté à lui venir en aide afin d'offrir un cadre approprié à ses apprenants et de faciliter leur insertion dans la société. Nous interpellons le ministre de l'Éducation de base de venir vraiment à notre aide
pour nous fournir les bâtiments pour que nous puissions scinder les salles de classe. Il y a vraiment beaucoup d'enfants encore dans le quartier qui ne vont pas à l'école. Ma vision, c'est que tous les enfants sous puissent aussi bénéficier d'éducation comme tout le monde. Mais vraiment, le cadre que j'ai n'est pas vraiment approprié. C'est pourquoi alors j'appelle toute personne qui puisse s'intéresser à mon œuvre, à pouvoir m'accompagner dans mon travail. Donc m'aider à aussi apporter ma contribution pour la rémunération de l'enseignant afin qu'il puisse encadrer les enfants abandonnés dans les quartiers. C'est donc un véritable chemin de croix pour ces élèves déficients auditifs qui, en ce début d'année scolaire, reçoivent du paquet minimum. Cependant, l'éternelle question de l'accès à l'éducation pour tous demeure un véritable problème au Cameroun. Parlons à présent de la lutte contre les stupéfiants. À Bouda, une importante cargaison de chanvre indien a été saisie par les éléments de la brigade mobile des douanes. Dans cette localité, la marchandise provenait de Kumbo, dans la région du Nord-Ouest. Le récit des faits avec Raphaël Tcheko et Julingue Nyondé. Du cannabis dissimulé dans des sacs de maïs. La découverte est faite par les éléments de la brigade mobile des douanes de Bouda, dans la région de l'Ouest. La marchandise en provenance de Kumbo dans le Nord-Ouest, en transit à Bafoussam, a été finalement interceptée à l'entrée de la ville de Bouda. Et ces stupéfiants qui sont pris de cette manière constituent en vérité du commerce illicite. Que ce soit le capital qui peut être issu de ce produit, il est toujours incontrôlé, ce capital. En même temps, nous le savons tous, il n'y a pas de guerre sans opium. Ce matériel sert aux brigands qui veulent détruire le Cameroun à certains moments et qui se mettent qui mettent le pays en insécurité comme élément de catalyseur. C'est en consommant de ce cannabis que beaucoup de cas d'insécurité sont réalisés à travers la République. 10 sacs de chanvre indien enfouis dans le maïs. L'opération n'aurait connu un tel succès n'eût été l'appui de la brigade terre de Bouda et surtout de l'étroite collaboration de la population. J'aimerais inviter la population à collaborer davantage avec nos services, à nous fournissant le moindre élément qui, à première vue, peut leur paraître anodin, comme c'est le cas ici, où nous constatons toute l'ingéniosité des trafiquants. 3 hommes seront interpellés au terme de cette opération coup de poing. Le présumé trafiquant, le chauffeur du car de transport non immatriculé et son convoyeur. Tous séjournent actuellement à la brigade terre de Bouda. L'enquête se poursuit. Restons dans la région de l'Ouest où un supposé abus d'autorité a suscité la colère des populations à Fumban. 2 formateurs des jeunes dans le cadre de la campagne hygiène-assainissement ont été embarqués de force, selon les témoins, par les autorités de la police, ce qui a interrompu pendant des heures la formation et a suscité la colère des populations qui sont sorties dans les rues. Vous allez le voir en image, l'ambiance qui a prévalu à Fumban, l'humeur des commerçants et autres usagers, et le maire qui s'est rendu chez le préfet afin de s'enquérir de la situation concernant ces formateurs embarqués, et le préfet qui, quant à lui, a indiqué qu'il s'agissait de malentendus et une sorte de manque de communication entre la municipalité et la préfecture. Il croyait que le maire était en train de former les jeunes pour la police municipale. Vous le voyez en image, ces mouvements qui ont eu lieu durant la journée à Fumban, après l'interpellation de 2 formateurs des jeunes pour la mise en place d'une cellule spéciale pour l'hygiène, l'assainissement à Fumban, dans la région de l'Ouest, département du Noun. Les douanes américaines ont annoncé avoir saisi à l'aéroport de Miami un trésor archéologique en provenance du Cameroun. Il s'agit d'anciennes pierres gravées connues sous le nom de monolithes d'Icom. Selon les experts, ces pierres ont été taillées entre 200 ans
et 1000 ans avant Jésus-Christ, a déclaré dans un communiqué le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Les autorités douanières américaines ont précisé que ces monolithes d'ICOM seraient rapatriés au Cameroun. Selon l'UNESCO, elles ont une valeur inestimable et elles sont des pièces uniques et riches en matière d'information sur l'histoire du monde et de la civilisation à travers le continent africain, civilisation de l'humanité également. Et une photo pour l'hommage du bâtonnier Charles Patier-Tchakonté lors de la mise en bière qui a eu lieu au Havre en France. Il y a eu une mobilisation à la fois de ses confrères avocats camerounais, mais également des confrères français avocats qui ont tenu à lui rendre hommage. Le retour de sa dépouille est prévu pour vendredi prochain, en fin de journée, à Douala. Une session du Conseil de l'Ordre est également prévue demain, jeudi. Elle sera élargie, cette session, au poste bâtonnier et poste président des assemblées générales de l'Ordre des avocats du Cameroun. Et il faut le préciser, cela fait déjà un mois que le professeur Maurice Kamto est encerclé par les forces de sécurité et de défense, la police et la gendarmerie qui sont mobilisés et quadrillent sa résidence à Yaoundé. Il a dénoncé une séquestration déplorant le fait qu'il n'a jamais été notifié jusqu'à ce jour d'une assignation à résidence. L'affaire a été portée devant les tribunaux et 3 administrations sont traînées devant la justice. Il s'agit de l'administration territoriale, la police et la gendarmerie. Parlons football dans ce journal, la performance des Lions A', le match très attendu Coton Sport de Garoua, PW du Bamenda pour les compétitions continentales à venir. Leur performance et leur programmation pour ces compétitions sont hypothéquées par les batailles que se livrent à la fois la FECAFOOT, la LFPC et les présidents de clubs. Les joueurs, pour être performants, ont besoin de matchs, mais rien n'a été fait jusqu'ici. C'est l'incertitude totale dans les milieux du football. On en parle dans ce reportage signé Sylvestre Hippolyte Zangaou. À moins de 3 mois du CHAN, les joueurs de l'équipe nationale de football A' du Cameroun n'ont que quelques matchs de préparation dans les jambes. Le championnat suspendu depuis le mois de mars n'a pas repris et des incertitudes planent sur le début effectif le 31 octobre prochain du championnat de Ligue 1 au sein duquel évoluent ces Lions A' en club. Ce qui inquiète le sélectionneur Yves Clément Arouga Tento. Bon, nous allons continuer à travailler. Il n'y a pas de championnat. C'est un handicap, il y a quelque chose qui manque. Bon, vous voyez, le champ s'approche. La situation est aussi inquiétante pour Pulebidi de Bamenda, qui va jouer la Ligue des Champions dans quelques semaines, et Coton Sport de Garoua, la Coupe de la Confédération. Pour l'instant, le bras de fer entre Pierre Semengue, président de la LFPC, et les présidents des clubs réunis au sein de la SEC ne donne aucune garantie pour le coup d'envoi de la saison. La semaine prochaine, les présidents de clubs exigent de Pierre Semengue qu'il accepte la nomination d'un secrétaire général à la LFPC par la FECAFOOT, ce que refuse ce dernier, brandissant des tests réglementant cet exercice. Chaque parti a convoqué une assemblée générale, les clubs pour dissoudre la LFPC et le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun pour la proposition de validation des championnats organisés par la FECAFOOT la saison dernière, conformément aux recommandations de la réunion tripartite MINSEP, FECAFOOT, LFPC du 17 septembre dernier, entre autres. Et ce mercredi, il y a également eu une réunion entre le ministère des Sports, la Fédération camerounaise de football et le COCAN afin d'évaluer les préparatifs pour les Lions A'. Au terme de cette première phase d'évaluation de leur préparation, telle que prévue par l'article 6.2 du contrat de l'entraîneur-sélectionneur de cette équipe, au regard des performances actuelles non conformes, selon le ministère des Sports, aux attentes les autorités en charge du football au Cameroun, et tenant compte des indications du président de la Fédération camerounaise de football, il a été décidé à titre conservatoire de placer la sélection des Lions indomptables A' sous la responsabilité de monsieur Tungu Pilé Martin, qui est désormais entraîneur principal. Par ailleurs, Pagou David a été désigné deuxième entraîneur adjoint de la sélection nationale A'.
Le reste du staff technique demeure inchangé, fait savoir le ministre des Sports, Narcisse Mouélé-Kombi, dans un communiqué rendu public en fin de journée. Tungu Pile Martin, désormais entraîneur principal des Lions A' au Cameroun. Un changement qui intervient à quelques mois du début du CHAN prévu au Cameroun d'ici janvier 2021. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 21 octobre 2016, 21 octobre 2020, 4 ans déjà, Ezeka continue de pleurer. Et les populations là-bas pleurent des promesses non tenues du gouvernement concernant la construction d'une stèle en souvenir des victimes de cette catastrophe ferroviaire. Les travaux ont démarré en 2018 et le chantier est abandonné dans la broussaille. L'année dernière, les autorités camerounaises avaient donné l'impression qu'il y avait un regain d'intérêt pour ce chantier, mais depuis lors, tout est au point mort. À l'hôpital d'Ezeka aussi, très peu a été fait pour moderniser le plateau technique afin de permettre à cet hôpital d'être prêt face à une éventuelle catastrophe. Les populations s'en plaignent, les victimes et les ayants droit également attendent toujours que la question des indemnisations soit totalement réglée. Vous avez suivi un parlementaire, un président du réseau des parlementaires pour la promotion des assurances qui interpelle le gouvernement et interpelle également à la fois le transporteur ferroviaire sur le processus d'indemnisation qui est toujours en cours. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie. Nous sommes dans le débrief du journal, toujours en compagnie de Oscar Ismaël du Social Democratic Front, Dilian Kwan du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Bernard Chaye de l'Union des populations du Cameroun et du professeur Jacqueline Koyok du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il y a une partie du peuple camerounais qui se plaint justement dans le département d'Union Ekele, Ezeka. On continue de faire le deuil. On a promis, ne serait-ce que la stèle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est arrêté, selon vous? Bon, je pense que tout le monde doit se poser la question, est-ce que c'est la crise sociopolitique? Est-ce pour le manque de ressources? Et pourtant, on avait annoncé à grande pompe ici que cette stèle était en construction. Moi, je me dis, ce n'est pas normal que jusqu'à aujourd'hui, on ne l'ait pas construite. Donc vous trouvez que ce n'est pas normal? Ce n'est pas normal, mais quand au reste, vous savez que c'était... On a promis de moderniser l'hôpital des Ezeka aussi, là-bas aussi ça traîne. Tout le monde sait qu'avec le Covid-19, tous les hôpitaux ont bénéficié des plateaux techniques, on a rénové tout. Donc moi, je ne suis pas sûre que l'hôpital des Ezeka soit comme cela a été avant, parce qu'avec les milliards du Covid, on a au moins amélioré les plateaux techniques des hôpitaux. Y compris Ezeka? Oui. Vous l'affirmez? Moi, je vous dis. Parce qu'il y a les gens qui ne disent pas la vérité. Ne disent pas la vérité. Avec le Covid, je crois que le ministre de la Santé l'a dit ici, on en a profité pour rénover les plateaux techniques et puis les centres qui étaient délabrés. Voilà, mais vous laissez de côté la stèle. Pourquoi là-bas ça ne bouge pas? On peut comprendre. C'est quand même... Vous savez, il y a certainement un problème... de quoi? Peut-être des financements qui n'ont pas été suffisants. Ou alors de malgouvernance. Il faut qu'on malgouvernance. On se le dise. Parce que si quelqu'un, une entreprise a reçu de l'argent
pour construire une stèle. Ce n'est pas parce que nous sommes du RDPC que nous allons encourager ceux qui font de la mauvaise gouvernance. On est très ravis d'entendre ça. Si ces personnes-là ont reçu les ressources et n'ont pas conçu la stèle, je crois que le président, il avait dit pendant le dernier congrès, tous ceux qui le font vont rendre gorge. Oui. Vous avez vu comment c'est nos camarades qui sont en prison aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il est juste d'une impunité, ceux qui pratiquent de la malgouvernance. Ok, Bernard, face à... Est-ce que nous-mêmes, le problème, c'est pas nous-mêmes les Camerounais, on a comme l'impression que ce n'est que chaque 21 octobre qu'on se rappelle qu'il y a eu quelque chose à Ezeka. Si j'allais autre, pourquoi vous allez chercher loin ce qu'il y a à côté de vous? Nous sommes à quoi? La catastrophe de Banga Pongo, c'était ici à côté. Voilà. On a fait quoi jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi vous croyez que c'est à Ezeka qu'on ira faire quoi? Nous sommes dans un gouvernement. Non, mais on a quand même fait beaucoup de promesses au niveau des Ezeka. Hein. Est-ce que c'est les promesses qui font quoi? Si vous promettez à votre époux 5 000 pour la ration, vous ne le donnez pas. Ces promesses lui auront donné Ils ont été dédommagés par Bolloré. Nous venons d'entendre le suivant Mondo Vision. Ils ont été dédommagés. Vous pouvez dire la main sur le cœur. Est-ce que vous avez des preuves? Vous pouvez nous donner des listes de personnes? Est-ce que vous avez été, voilà, est-ce que vous avez été tous ceux qui ont été recensés? Donnez-nous des listes, parce qu'il faut vous venez de dire quelque chose de capital. Reconnaître qu'il y a eu mal au niveau de la stèle. Parce que nous, sur ce plateau, quand nous nous rendons compte Oscar, c'est le RDPC qui vient accéder. Oscar, je vous en prie, c'est le temps de parole de Bernard. Je disais, vous venez de dire quelque chose de sensé. Et je vous félicite pour ça, permettez-moi de dire que ces détournements, ce n'est pas une bonne chose, vous n'appréciez pas bien. Je n'ai pas parlé de détournement. Je veux dire, c'est cette malgouvernance. Si les gens ont reçu des ressources. Si les gens ont reçu, merci de dire ça au conditionnel. Voilà, je n'ai pas la... Mais il n'en demeure pas moins, madame, que si on a commencé, nous avons vu avec nos télévisions des bâtiments monter. Si on a commencé, c'est qu'il y a eu financement. Le témoin du gardien. Il y a le témoin du gardien qui dit il garde maintenant un champ de patates. Madame, je vous en prie. Nous sommes dans un pays gouverné. Des investigations, d'aller sur place et rencontrer le prestataire, qu'il vous dise si il est à court d'argent ou alors c'est... Moi, je ne peux pas répondre d'une chose. Madame, je vais vous rafraîchir la mémoire pour 2 minutes. Nous avons perdu le 26 juin au Cameroun un certain Marc-Vivien Foé. À Yaoundé, son complexe pour lequel l'État a pris les engagements reste... Mais pourquoi vous voulez que l'État s'occupe du privé? Il n'en est même pas moins qu'ils ont pris des engagements. Nous avons eu la catastrophe de Sam. Quel État? Qui aujourd'hui reste la même chose. Nous avons eu Banga Pongo hier. Nous avons eu Ezeka l'autre jour. 40 ans après, vous croyez que vous avez tous des hommes qui oublient tout? L'avion qui fait l'accident en Banga Pongo, c'est le président Paul Biya. Nous n'avons pas parlé du président. Mais cette compagnie a une assurance, s'il vous plaît. Cette assurance, alors, votre gouvernement, je veux dire le gouvernement que vous soutenez, devait mettre la pression. La pression de quoi? Sur son comment on appelle ça, l'homme de Cambrai. Sur Cambrai, je veux dire. Mais Bolloré a dédommagé. Moi, j'ai vu ce document. Si vous voulez, s'il y a une autre occasion... Est-ce que vous avez recensé toutes les personnes qui ont été dédommagées? Bolloré a dédommagé les Est-ce qu'on a dédommagé tout le monde? Si Bolloré a dédommagé, pourquoi créer un réseau de gens qui s'occupent des défenses et des droits des gens? Si on a un seul Camerounais, ça veut dire qu'il y a des gens qui se plaignent toujours. Si on a un seul Camerounais qui n'a pas été dédommagé, c'est un problème. Et l'État devrait suivre. L'État a échoué une fois de plus. Vous connaissez aussi les Camerounais. Non, écoutez, c'est des choses qui se font avec traçabilité. Il y avait 22 joueurs qui devaient bénéficier des logements. Oui. Et puis ils ont présenté une liste de 50. Ce n'est pas les Camerounais. C'est les dirigeants camerounais qui ont vu la liste avec les cousins de tantes. C'est les militants du RDPC à qui on a confié tout ça, qui sont partis tout gonflés. Nous avons vu ici à l'IRIC. Est-ce que les lions de Camerounais on a besoin de Nous avons vu ici à l'IRIC 20 enfants qui ont déposé des dossiers de candidature. Il y a 12 qui ont réussi. Quand il y a eu un problème, le président de la République a demandé à ce qu'on intègre tout le monde. 21 personnes ont été intégrées. On ne sait pas là où la 21e personne est sortie. On a vu ça ici au Cameroun. Donc du coup, moi je pense que comme les nombreux essais du RDPC, la représentante du RDPC, encore une fois de plus sur ce plateau, vient de reconnaître les insuffisances, l'incompétence prononcée du RDPC. C'est pour ça que nous les envoyons encore sur le sujet qui nous a d'abord interpellé après. On revient d'abord. Voilà. On va d'abord prendre le sentiment de Dilian
ce que vous venez de voir 4 ans après au niveau des écarts? Souvenir sèche. Je retiens simplement que au lendemain ou au soir de l'incident des écarts, le chef d'État a brillé une fois de plus par un mépris caractérisé qui le personnalise. Il n'y a pas eu de condoléances proprement adressées par sa personne aux différentes victimes. J'ai encore ce souvenir dans la tête. Il n'y a eu aucune descente de sa part sur le site. Pour la descente, on est d'accord. J'oubliais aussi le Gouachi. Il n'y a pas eu de condoléances personnellement adressées par le chef de l'État. Cela a été fait par l'entremise de ces militants du parti. Alors je le dis parce que nous pouvons fouiller les archives. Donc, vous avez posé la question tout à l'heure aux militants du RDPC, elle n'a pas pu vous répondre sur pourquoi une stèle n'a pas été érigée. C'est un Camerounais comme vous. Alors, justement, c'est l'état nature de notre Les travaux ont commencé, hein, mais depuis 2 ans, ça coince. L'argent est entre New York et les... Alors, nous sommes en train de relayer effectivement l'état d'un parti politique qui n'a plus rien à prouver au Camerounais. Vous faites partie de ce système. Et donc, nous pouvons multiplier cela au centuple que le RDPC, justement, en termes de bilan, n'a plus rien à justifier. Et pourquoi tout le monde vote est une preuve. Ezeka est une preuve. On se pose la question, après l'incident des écarts, qu'est-ce qui a donc été fait? Dernièrement, il se peut qu'il y a eu un déraillement quelque part, au même endroit. Je crois toujours au même endroit, quelque part là. Et bon, c'est vrai que ça n'a pas fait grand bruit. Alors, il y aura donc des déraillements comme ça jusqu'à quand? C'est-à-dire, quelles sont les dispositions qui sont prises? On ne voit pas. L'engagement des camarades était de construire une 2e voie ferroviaire. Alors, le RDPC disait tout à l'heure sur le plateau que les victimes ont été dédommagées. Ce que moi je ne souhaite pas, justement, c'est que évitons de tout le temps ériger les tensions, lever le courroux. Parce que quand elle le dit, je me demande si effectivement elle a fait un travail de fond pour avoir la véracité des allégations qu'elle tient. Mais je peux simplement répondre justement que nous ne sommes pas à notre premier aubaine avec ce régime. On sait au bien comment, quand il y a vous appelez ça comment? Des catastrophes? Non, des compensations. Des dédommagements? Des dédommagements, on sait comment ça traîne, on sait les mécanismes, les pushs, ou ces agents qui sont prévus pour effectivement porter assistance aux personnes victimes, on sait où ça c'est cet agent. On a l'autoroute Douala-Yaoundé qui aujourd'hui, beaucoup de populations sont toujours en train de crier haut et fort leur désarroi, leur courroux, qui n'ont pas reçu les fonds alloués à leur dédommagement. Donc, le RDPC sur ce plateau ne peut pas nous démontrer le contraire. Nous savons tous que les familles continuent à souffrir de cet escatome et le RDPC fondamentalement justement ne brille que par la sourde oreille et par le mépris. Donc, c'est l'image que j'ai de... Oui, je voulais simplement dire, j'ai suivi moi un communiqué qui appelait même certaines personnes dont le nom figurait sur la liste et qui n'auraient pas récupéré les ressources mises à disposition par Bolloré. Mais comment vous osez, pardon, moi je sais que les plateaux de télévision vous permettent parce que vous avez tellement des frustrations internes. Madame Bolloré était en procès avec l'État du Cameroun. Non, écoutez, je vais vous dire. Quelle a été l'issue de ce procès par rapport à... Vous voyez d'abord que votre voisin... Puisque vous voulez maintenant défendre Bolloré et moi je m'interroge. Et votre voisin confirme. Tout le monde a suivi. On appelait même ceux qui n'avaient pas... L'État du Cameroun était en procès avec Bolloré. Était en procès. Vous êtes témoin de ce procès-là. En procès sur les cartons des écarts. Et les responsabilités... Nous savons j'ai dit que Bolloré a dédommagé. Non. Et maintenant, si vous dites que Bolloré a dédommagé, vous, du RDPC, vous soutenez que Bolloré a dédommagé toutes les familles. Alors là, j'ai dit que mais ils ont été... L'État est gain de cause. Il a promis rallonger. Il a promis rallonger. Ça veut dire que quelque chose était déjà donné. Mais est-ce que c'est cet argent qui fait revivre une personne décédée? Comment
pour vous mourir, écoutez, moi je vous dis... C'est un régime qui n'a fait que tuer les Camerounais. Ici, elle a dit tout à l'heure que nous avons des analphabètes au Cameroun, dont un régime qui a formé des analphabètes, alors que ils ont été formés avec l'argent du contribuable Camerounais. C'est votre façon de comprendre. Non, vous avez dit que les Camerounais ne peuvent pas utiliser les bulletins uniques parce qu'ils ne savent pas écrire. Tout le monde au Cameroun ne sait pas lire et écrire. Non, écoutez. Vous échouez même non, écoutez, au RDPC, au SDF, parce que vos partis restent en ville. Et là où les gens sont en campagne, ils n'ont même pas accès aux télé, à tout ce que vous dites là. C'est dans votre parti que certainement on a... Non, écoutez, dans notre parti... Le RDPC est dans les villages. On a des budgets pour ça dans les ministères. On a des budgets pour ça dans les ministères. Et vous avez les présidents... Sur la catastrophe, je vous en prie. Moi, je vous dis, en toute honnêteté, si vous n'avez rien à reprocher au RDPC, parlons d'autre chose. Parce qu'un plateau de télévision, c'est aussi pour vous permettre de contribuer. Mais vous avez dit, écoutez, monsieur, que le gouvernement... Vous avez dit que vous avez des suggestions pour l'amélioration du code électoral. Effectivement. Moi, je reste sur ma faim. Effectivement. Mais j'ai déjà battu en brèche son bulletin unique pour copier les Américains. Parce que si vous pensez écoutez, professeur, si vous pensez que le bulletin unique ne peut pas résoudre le problème au Cameroun, d'accord, essayons d'abord. Je suis sûr que si nous essayons de mettre le système du bulletin unique dans le système électoral camerounais, je vous assure que le RDPC n'aura aucun élu au Cameroun. Je vous le prouve en ce que vous vous confortez dans la politique. Vous vous confortez dans les politiques des bulletins multiples. Parce que quand quelqu'un va voter, il revient vous montrer les bulletins de l'autre pour que vous lui glissez 5 000 ou 2 000 francs. Alors, si on a le bulletin unique, tant qu'il est sorti avec ça, veut dire qu'il a annulé son vote. Alors, pourquoi on n'instaure pas donc ce bulletin unique qui va éliminer ce type de fraude électorale et aussi d'emprise sur les électeurs? Essayons-le et vous m'en direz des nouvelles. Donc, le RDPC ne gagne en rien tant qu'ils veulent continuer à voler. Parce que non, écoutez, vous fraudez. C'est pour ça que vous continuez de conserver les méthodes qui permettent la fraude. Si Elekam nous ramène réussit à nous ramener le bulletin unique, c'est que je pense déjà impossible. Je suis sûr que le RDPC va mourir à la prochaine élection. Mais pour le moment, voilà, aux États-Unis, il y a le système. Il est quand même allé aux États-Unis pour observer les élections. Je vous en prie. On vous a compris, Oscar. On vous a compris. Aux États-Unis, c'est un système, c'est-à-dire qu'il y a un président et un vice-président. Est-ce qu'ils peuvent s'inspirer du modèle américain pour l'imposer ici, pour la prochaine présidentielle? La réponse est non, Serge Alain. Nous n'avons pas les mêmes configurations en termes de forme d'État. Oui. Les États-Unis, c'est un ensemble d'États fédérés. Et nous sommes dans un système unitaire décentralisé. Maintenant, présidentialiste à outrance, peut-être il faut ajouter ce mot-là. Je disais tout à l'heure, quand on débattait sur la question, que nous avons du potentiel pour asseoir un véritable système électoral. Nous, au MRC, nous avons proposé, nous avons fait des propositions. Il y a l'introduction du bulletin unique qui est relayé par l'ensemble de la classe politique. Il y a, par exemple, l'attribution de la responsabilité de son indépendance, non plus au président de la République, mais au Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, parce qu'on a constaté qu'une dernière proposition... Cela peut aussi nommé par le chef de l'État. Que vous contestez, d'ailleurs. Parce que ça ne sert à rien. Une dernière position qui tient... Vous pouvez reprendre la proposition. L'attribution de la responsabilité de son indépendance, non plus au président de la République, mais au Conseil supérieur de la magistrature. L'indépendance de quoi? Non. Troisièmement? Troisième, c'est la représentation du genre et de la minorité anglophone parmi les 3 membres du Conseil constitutionnel nommés par le président de la République. Alors, je n'ai que cité ça, nous en avons 17. Nous avons 17 points. Pour le système électoral? Pour le système électoral au Cameroun, pour dire que le Cameroun a suffisamment de ressources pour mettre, je vais dire, sur pied un système qui épouse nos attentes et qui cadre avec nos mœurs. On n'a pas allé chercher, on n'a pas besoin de dépenser d'énormes sommes d'argent. Et avec, tout à l'heure, on a suivi le journal, on a vu des salles de classe qui n'avaient pratiquement pas de toiture. Quand on se pose la question, le gain
le gain d'engager un tel investissement pour envoyer une institution aux États-Unis. C'est pour quelle finalité? 3 autres propositions du Social Democratic Front. En dehors du bulletin unique, qu'est-ce qu'il faut revoir dans le système électoral? Avant d'arriver... Non, on est arrivé à la fin. Non, je vous en prie. Avant d'arriver au bulletin unique... Je joue avec le temps. Oui, bien sûr. En dehors du bulletin unique, on connaît... En dehors du bulletin unique, j'ai dit... 2 autres propositions rapidement. Alors, la révision de la Constitution d'abord, qui va changer la forme de l'État et nous mettre le système fédéral comme celui que nous avons aux États-Unis. Là, les membres de l'ELECAM qui sont allés aux États-Unis, quand ils vont revenir, ils vont véritablement l'implémenter de façon un peu plus efficiente. Nous avons également la constitutionnalisation de l'ELECAM, de l'organe en charge des élections. Parce que si cet organe sera toujours sous les jougs du président de la République, jamais cet organe ne sera indépendant. Nous avons également l'inamovibilité des membres du Conseil supérieur, du Conseil constitutionnel et du Conseil de la magistrature. Parce que tant que ces personnes ne sont pas au-dessus, tant que leur mandat n'est pas au-dessus du mandat présidentiel. Comment elles arrivent là? Elles sont nommées par qui? Comment elles arrivent là, ces personnalités? Ils sont nommés par le président, par le président de la République. Par le président de la République. Mais leur mandat est au-dessus, parce qu'ils ont le contrôle sur les actions du président de la République. Alors qu'ici, chez nous, c'est le président de la République qui contrôle l'action des magistrats et puis des membres du Conseil constitutionnel et partant de ceux de l'ELECAM. Donc, il faut qu'on mette un système qui va permettre que ces organes soient véritablement indépendants. Aux États-Unis, par exemple, quand un magistrat meurt, on ne remplace un magistrat quand il est mort. Or, chez nous, les magistrats se remplacent au fur et à mesure, après 6 ans, comme le président le désire. Bernard Tchaï, l'UPC propose quoi? Non, nous proposons... Déjà, il faut savoir que ces régionales qui arrivent au Cameroun, c'était une proposition du camarade Ruben Oumiobe, qui avait proposé à son temps une régionalisation du Cameroun, mais encore plus profonde. Aujourd'hui, ils ont copié-collé et nous ont amené cette histoire de régional. Oui, c'est une bonne chose, mais c'est un début de commencement. Voilà, le système électoral est mauvais, vous proposez il est mauvais. Il faut un système électoral où les lois seront consensuelles. C'est-à-dire que je sais que si je gagne, j'ai l'honnêteté morale de féliciter le vainqueur, parce que je sais que le jeu électoral aura été honnête. De deux, de faire que le Cameroun ait un bulletin unique, et je veux dire un système électoral à 2 tours pour les présidentielles. En ce sens que les partis peuvent se retrouver autour d'une plateforme après le premier tour pour ensemble converger vers la destination de leur président de la République. Et pour le reste, arranger le système électoral en ce sens que chacun qui va aux élections n'ait pas des goulots d'étranglement. Je vais citer 3 goulots. Le premier goulot d'étranglement que nous avons ici, pendant la constitution des dossiers, les préfets, les sous-préfets, les maires refusent de signer les pièces. Parce qu'ils savent que vous êtes de l'opposition. Deuxième rouleau d'étranglement, ils ont créé autour de l'ELECAM la commission locale de recensement des votes, la commission départementale, et c'est à l'intérieur qu'on fabrique les fraudes. Et pour finir, que les résultats des élections reflètent au moins notre petite Guinée, pardonnez-moi, notre Guinée d'à côté, où les résultats seront connus dans quelques jours, pour éviter notre habitude camerounaise qui voudrait que les élections soient connues. Je sais plus. Personne de vous ne parle des tendances. Donc le fait qu'on interdise de donner des tendances, ça vous arrange au Cameroun. Il faudrait qu'on donne des tendances. Mais je vous ai donné la parole, personne n'a dit ça. Quand chacun sort de l'isolement, il faut imaginer déjà une tendance. On n'a pas besoin des tendances du moment où si on a un système comme celui que nous avons toujours proposé au Cameroun, ou un système comme celui des États-Unis, où quelques minutes après les élections, je ne veux pas dire on a déjà des tendances. Qu'on ait les résultats véritablement. Aux États-Unis, on n'attend pas 24 heures pour avoir des résultats, en dehors de l'histoire qui est arrivée en 2000, de Bush-Fils, où on a pris 1 semaine, mais on sait, comme en France d'ailleurs, si on ne veut pas citer, on sait que l'élection finit à 18h, à 20h, on a les résultats. Voilà, le visage est connu du président. Professeur Nkoyo, pourquoi cette lourdeur-là, commission des semaines, pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne au Cameroun, les résultats? La première des choses, que les leaders politiques lisent et maîtrisent le code électoral. Vous ne pouvez pas critiquer un code que vous ne connaissez même pas. Et deuxièmement, il a dit qu'il fallait une cour spéciale pour... Il y a le statut spécial du sud-ouest, du nord-ouest. C'est pas de ça. Écoutez, qui leur donneront
Nous sommes en matière électorale. Quand vous lisez le statut, d'où vient ce statut? Nous sommes sur le système électoral. Permettez au prof aussi de parler. Je vous en prie. Quand vous lisez le fonctionnement d'un État américain, il y en a 50. Ils font 50, monsieur, s'il vous plaît. Ils se comportent comme si c'était un statut spécial. Donc le statut spécial qu'on accorde au nord-ouest et au sud-ouest, vous accordez un statut spécial. C'est une aberration, hein. Je dis même c'est une faveur. C'est une faveur. Le nord-ouest et le sud-ouest n'est pas à la merci. Comme un État. Pour se faire accorder. Mais vous ne faites pas des faveurs. Nous sommes une république. Et si tant vous acceptez que nous soyons une république, mais vous dites des choses qui sont choquantes. J'ai dit vous dites des choses choquantes. Moi, je me sens indexé.